Bonjour à tous. Est-ce que Bonjour. vous m'entendez? Moi, je vous entends. Très bien. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent Ramadan. Je me présente, c'est Aïcha Jbari, responsable projet au sein du cabinet Horizon RH, un cabinet de formation, consulting, coaching et recrutement basé sur Tanger et créé en 2007. Je vous invite à consulter notre site web pour avoir plus d'informations sur nos services et produits. Vous pouvez consulter aussi nos réseaux sociaux. Donc, dans le cadre de la série des webinaires organisés par le cabinet pendant cette période de confinement, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui porte sur les mesures fiscales et financières pour l'accompagnement des entreprises dans le cadre de la récession due au coronavirus. C'est un thème qui suscite sûrement l'intérêt de la majorité des entreprises dont l'activité est grandement impactée par la crise relative à la pandémie. Donc, pour maintenir tant que possible le dynamisme des entreprises, de veille économique a pris un certain nombre de mesures pour venir en aide aux entreprises et aussi aux salariés. Certaines mesures ont été annoncées et puis en fonction de l'évolution de la situation et du retour d'expérience, bien évidemment. Donc aujourd'hui, avec nous, Monsieur Saïd Ben Haddou, docteur en finance, contrôle de gestion, ex-DAF de plusieurs entreprises et formateur et consultant senior en management financier. Monsieur Ben Haddou, j'ai tout le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour nous Oui. apporter des éclaircissements sur les mesures fiscales et financières mises en place par l'État dans ce contexte de crise. Donc, je vous remercie pour votre présence et pour votre collaboration habituelle. Avant de vous céder la parole, Sibel Haddou, j'aimerais bien noter aux chers participants que l'échange sera ouvert à la fin de la présentation. Vous pouvez quand même envoyer vos questions par écrit dans la conversation et je veillerai à les poser à Monsieur Ben Haddou à la fin de sa présentation. À vous la parole, Sibel Haddou. Merci, mademoiselle Aïcha. Merci à vous, merci aux participants. Merci aussi à Horizon RH qui m'a offert cette occasion pour analyser et surtout approcher un sujet d'actualité que nous vivons ensemble. Nous vivons dans le confinement suite au coronavirus, bien sûr. Et c'est des moments historiques que nous vivons, pas seulement nous, mais aussi l'humanité presque tout entière. Et donc, on peut dire que nous sommes en train de vivre l'histoire. Et dans cette histoire-là, il y a cette crise que nous vivons, laquelle crise, quand même, c'est une crise qui est très profonde, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, pour approcher ce sujet, pour approcher les mesures instaurées par les autorités de pays, il faut d'abord jeter un coup d'œil sur l'état des lieux. Et l'état des lieux, c'est bien sûr toute la crise que nous vivons, la crise économique, qui a des répercussions sur tout le monde, sur les entreprises, sur les ménages et d'une façon générale sur l'économie. Et donc, je vous propose, si vous voulez, pour approcher ce sujet, j'ai jugé utile d'articuler un petit peu un programme en séquencement. Et donc, on va essayer d'approcher ces mesures-là par 5 points importants qui s'articulent autour d'abord de la contextualisation, c'est-à-dire on va décrire un petit peu le contexte, et le contexte, il est par excellence la crise dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Et directement après, on va essayer de présenter la récapitulation de toutes les mesures que j'ai pu relever
en analysant un petit peu les textes de loi, en analysant bien sûr toutes les circulaires, tous les arrêtés, les décrets qui ont suivi cette crise, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne doit pas oublier que cette crise est gérée au niveau macroéconomique, si vous voulez, ou bien au niveau national par un comité de veille économique. Et donc, pour moi, le comité de veille économique est une référence parce que quand même, c'est là où j'ai puisé aussi l'essentiel des informations. N'est-ce pas? Et donc voilà, après avoir un petit peu décrit et vu cette crise, je vais dans un premier temps vous présenter à pêle-mêle toutes les mesures que j'ai vues. Bien sûr, en tant qu'économiste, je vais m'intéresser aux mesures économiques. C'est les mesures d'accompagnement de la crise. C'est des mesures économiques qui regardent essentiellement l'entreprise et le salarié, n'est-ce pas? Et directement après avoir récapitulé toutes ces mesures, je me permettrai un petit peu de détailler par catégorie de mesures. Et dans ce sens-là, on va approcher d'abord quelles sont les mesures financières, et par la suite quelles sont les mesures fiscales, et par la suite, bien sûr, quelles sont les mesures sociales. Voilà un petit peu le programme sur lequel on va discuter ensemble de cette crise et des mesures qui sont proposées, n'est-ce pas? On va essayer de faire ça dans 50 minutes ou bien maximum 1 heure. Donc, vous le savez très bien, mesdames, messieurs, vous le savez très bien, la crise de Covid-19 est réelle aujourd'hui, elle est profonde même. Il touche une grande partie de l'économie mondiale, il touche une grande partie de l'humanité. Maintenant, on doit se demander qu'en est-il un petit peu de ces répercussions, de la crise mondiale, de la crise de Covid sur l'économie de notre pays. Alors, pour vous donner une idée de la crise, on a eu la chance d'avoir une étude qui a été initiée par le Haut Commissariat au Plan, laquelle étude a été initiée entre le 1er et le 3 avril dernier. Donc, dès le déclenchement de la crise, le HCP a vu nécessaire d'entamer une étude, et c'est une étude qui a porté quand même sur 4000 entreprises, n'est-ce pas, 4000 entreprises organisées et qui ont couvert un petit peu toutes les activités et tous les secteurs de l'économie, bien sûr, sauf le secteur financier, n'est-ce pas? Cette étude, quand même, elle est intéressante parce que, quand même, d'abord, l'échantillon il est très représentatif, 4000 entreprises. Sachez qu'au Maroc, nous avons plus ou moins 250 000 entreprises qui sont organisées. Et donc, déjà, 4000, c'est pas mal pour généraliser un petit peu les résultats. Alors, justement, ces résultats, quels sont les résultats les premiers résultats annoncés par le ACP, n'est-ce pas, et suite à cette étude. Le premier résultat, c'est que quand même dans le panorama du tissu économique, de toutes les entreprises qui travaillent, déjà on a 54% des entreprises qui sont en arrêt provisoire. 54%. Ils sont en arrêt provisoire. 3% en arrêt définitif. Ça veut dire il y a 57% bien sûr des entreprises qui sont soit en arrêt définitif, soit en arrêt provisoire. C'est 57%. 57, il reste les 43, et dans les 43, qui restent, c'est le camembert en vert, qui travaille, qui continue à travailler. On va voir par la suite que même ces 43, ils ne travaillent pas bien sûr en plein régime. La plupart des 43%, des entreprises qui continuent, disons, à travailler, ils ne produisent même pas 50% de leur capacité de production, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, les 57% d'arrêt, ça concerne quand même au Maroc 142 000 entreprises. Ce qui est quand même, ce qui est quand même grave. 142 000 entreprises sont en arrêt définitif. Si on analyse les 142 000 entreprises, on va trouver que l'essentiel de ces entreprises sont des TPE-PME. C'est des toutes
c'est soit c'est de toutes petites ou bien petites et moyennes entreprises. Et le taux, il est de 72%. 72% concerne les TPE, n'est-ce pas? 26% concerne les PME, qui sont en arrêt provisoire ou définitif, n'est-ce pas? Et les grandes entreprises en constituent 12%. Ça, c'est une vue un petit peu sur l'activité globale des entreprises au Maroc pour approcher la crise. Maintenant, si on analyse ces arrêts d'activité par secteur, c'est ce que vous voyez dans l'écran. Et donc, le secteur le plus touché dans la crise, c'est bien sûr 89%, hébergement et restaurant. C'est le secteur le plus touché. Il est suivi par les entreprises d'industrie, par le secteur d'industrie textile et de cuir. Suivi aussi par les industries métalliques et mécaniques, n'est-ce pas? Suivi par l'énergie, 63%. Alors vous voyez quand même qu'il y a des secteurs qui ne sont pas très touchés. Bon, ils sont touchés à 24%, à 32,4%. Je fais allusion au secteur de la pêche, je fais allusion au secteur des mines, et secteur, bien sûr, de l'industrie agroalimentaire, n'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui est des répercussions de la crise sur l'emploi au Maroc. L'OACP a relevé qu'il y a quand même 726 000 postes d'emploi qui ont sauté. 726 000 emplois. Et bien sûr, ça concerne, ça concerne l'enquête qui a été initiée entre le 1er et le 3 avril. Nous sommes déjà, bien sûr, en 13 mai. Moi, je suis sûr que si on refait l'étude aujourd'hui, l'aggravation serait pire, n'est-ce pas? Et donc, 20%, si vous voulez, de la main-d'œuvre des entreprises organisées ont été réduits, l'effectif de 20%. C'est ce qui fait les 726 000 postes. Si on peut quand même partager les 726 000 postes sur 4 secteurs, on va dire, d'activité importants, en premier lieu, on va trouver le secteur de services qui est le plus touché. Secteur des services, 34%. Ça veut dire il y a 245 000 postes environ qui ont sauté. Les services, ils sont les premiers touchés, suivis par l'industrie, 27%. Soit 195 000 postes d'emploi qui ont sauté. Et suivi par la construction. Construction, bâtiments, travaux publics, etc. C'est quand même, on a perdu 170 000 postes. Et enfin, le commerce. Le commerce, il a été un peu le moins touché, mais quand même, 16% qui ont d'effectifs perdus. 116 000 postes, n'est-ce pas? Alors, en dernier lieu, ça, c'est ce que nous avons vu, ce qu'on vient de voir, c'est les 57% dont j'ai parlé. 57% des entreprises qui ont soit arrêté définitivement, soit arrêté provisoirement leur activité. 57%. Il reste les 43% des entreprises qui continuent leur activité. Alors, remarquez, même pour les entreprises qui continuent leur activité, les 43%, écoutez bien, la moitié d'entre elles, ils auraient dû réduire leur production pour s'adapter aux nouvelles conditions imposées par le Covid-19. Et justement, 81% de ces 43% des entreprises l'ont déjà fait. Alors maintenant, si on partage les 43% par catégorie d'entreprises, vous voyez quand même sur l'écran qu'il y a quand même la partie qui est, on va dire, bleue et la partie marron. La partie bleue, c'est les entreprises qui ont réduit de plus de 50% leur production. Et la partie marron, c'est les entreprises qui ont réduit à moins de 50%. Et donc, vous voyez quand même que la partie de plus de 50%, elle est dominante, n'est-ce pas? Et en premier lieu, on va trouver toujours la TPE qui est la plus touchée avec 41%, suivie par la PME, 39%. Et la grande entreprise, elle a été touchée par 36%, n'est-ce pas?
Et donc, ces entreprises-là, même s'ils continuent leur activité, ils continuent bien sûr leur activité, mais ils ne travaillent pas, ils ne travaillent que partiellement, bien sûr, tout en ne touchant pas, bien sûr, leur capacité de production. Donc, nous sommes d'accord et nous devons être d'accord que la crise s'installe d'une façon profonde, d'une façon grave au Maroc. Maintenant, on peut se demander, n'est-ce pas, quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour soutenir les entreprises et soutenir un petit peu les ménages. On va, dans un premier temps, vous donner pêle-mêle les mesures que j'ai pu relever. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé d'analyser les textes et les communiqués et bien sûr les décrets et les mesures circulaires et les arrêtés pour relever ces mesures-là. Alors, je vais m'intéresser bien sûr aux mesures économiques, c'est-à-dire les mesures qui intéressent directement l'entreprise et le salarié, n'est-ce pas? Donc, dans un premier temps, pêle-mêle, j'ai un peu relevé plus ou moins une quinzaine de mesures qui ont été prises par les autorités du pays. Et donc, voilà, on va commencer à les voir une mesure par une. Et donc, je les ai récapitulées dans le tableau que vous voyez. Et la première mesure, c'est bien sûr le report des échéances fiscales. Report des échéances fiscales. Comme vous le savez, les échéances fiscales, ils ont une échéance de 31 mars. Et dès le déclenchement, bien sûr, de cette pandémie, la loi a facilité, on va dire, la chose aux entreprises et il leur a donné le choix de déclarer leur résultat fiscal jusqu'au 36. Déclarer le résultat fiscal 36 et payer les impôts jusqu'au 36, ça concerne une mesure pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams. Pour les entreprises donc, qui ont un chiffre d'affaires de 20 millions de dirhams, le report, il peut être fait sans formalité jusqu'au 36. Ce report, il concerne bien sûr la déclaration de résultat fiscal et le paiement de l'IS et de l'impôt qui en suit. L'impôt qui en suit, c'est soit la régularisation de l'IS, soit la cotisation minimale s'il y a une insuffisance de résultat, et soit aussi, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le premier acompte au titre de 2020. N'est-ce pas? Deuxième mesure dans les échéances fiscales, c'est une mesure qui concerne les personnes physiques. Ça, c'est les sociétés. Maintenant, les personnes physiques qui sont soumises à l'IR, ils ont aussi le droit de reporter leur déclaration jusqu'au 36. Comme vous le savez, les personnes physiques qui sont soumises à l'IR, ils peuvent déclarer leurs résultats au 34. Contrairement aux sociétés qui déclarent au 31-3, les personnes physiques, elles déclarent avant le 34. Et donc, ces personnes-là, les personnes physiques qui sont soumises à l'IR, ils peuvent reporter, ils ont le droit de reporter quand même leur déclaration, ainsi que le paiement de l'impôt correspondant jusqu'au 36. Deuxième mesure, suspension des contrôles fiscaux. L'État s'engage et la loi s'engage au Maroc, on va dire la DGI s'engage, là c'est la Direction générale des impôts, s'engage à suspendre les contrôles fiscaux pendant cette période de confinement. Et donc, il va les suspendre jusqu'au 36. Deuxième mesure dans la suspension de contrôle, c'est la suspension des ATD. Les ATD, qui sont les avis de tiers détenteurs, là aussi, la loi, il va les suspendre jusqu'au 36. Alors, si vous voulez un petit mot des ATD pour les participants qui ne sont pas initiés à ces genres de terminologie, ATD, avis de tiers détenteur, en fait, c'est une technique qui est utilisée par un comptable public. Un comptable public, ça peut être le Trésor, ça peut être la Direction générale des impôts, l'administration fiscale. Donc, c'est une technique qui est utilisée par les comptables publics pour recouvrer une créance publique en allant s'alimenter directement sur votre compte bancaire. Et donc, le compte bancaire est bloqué.
et toutes les alimentations de compte, ils vont aller vers le recouvrement de cette créance publique. Voilà les ATD. Et donc, l'État aussi, il s'engage à suspendre ces ATD jusqu'au 36. Troisième mesure, report des échéances bancaires. Hein? Là, c'est une mesure financière quand même qui est relativement importante puisque les échéances des crédits bancaires et de leasing, hein, ils peuvent être reportés, bien sûr, jusqu'au 30 juin. À noter que ce report, il est octroyé aux entreprises en difficulté, pas à toutes les entreprises, seulement aux entreprises en difficulté. Et l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas, bien sûr, des frais de dossier ou bien des pénalités. Mais attention, les intérêts intercalaires, ils vont être payés par l'entreprise, n'est-ce pas? Contrairement à ce qu'on a compris à un certain moment, les gens, ils avaient compris que même les intérêts, ils ne vont pas être payés. La banque a la ressource de la banque, le métier de la banque, c'est bien sûr les intérêts financiers. Et donc, c'est l'argent. Il va fermer les yeux un petit peu sur les frais de dossier, sur les pénalités, mais pas sur les intérêts, intercalaires, ce qu'on appelle les intérêts financiers, n'est-ce pas? Et donc, ces entreprises-là, qui sont en difficulté, ils peuvent renouveler la demande de report une fois, bien sûr, après. Alors, quatrième mesure, c'est la mise en place d'un produit financier qu'on a appelé d'amende oxygène. Là aussi, c'est une mesure financière qui est parmi les plus importantes des mesures, n'est-ce pas? Puisque quand même l'État a mis en place une ligne de financement qui est quand même garantie à 95% par la CCG. La CCG, c'est la Caisse centrale de garantie. Et donc, on le sait très bien, nos banques marocaines, elles sont un peu frileuses, comme vous le savez, ils ne peuvent pas vous accorder des crédits sans garantie. Maintenant, le problème est résolu puisque quand même, cette ligne de financement, il va être octroyée sous forme de découvert et de facilité de caisse, n'est-ce pas? Il va être couverte à 100% par l'État. Et donc, la population cible, ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions de dirhams et dont la trésorerie, bien sûr, s'est détériorée à cause de Covid-19. Alors, à partir de vendredi dernier, il y a eu quand même l'intégration des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 500 millions de dirhams afin de financer un petit peu la relance économique. Et ça, c'est une mesure quand même qui est très, très récente. C'est suite à la réunion du comité de veille économique de vendredi dernier. Même les entreprises qui dépassent quand même les 500 millions de dirhams, ils auront droit d'utiliser ce produit financier qui s'appelle d'amende oxygène. Il va de soi que ce financement, il est réservé au BFR, ce qu'on appelle le BFR, c'est-à-dire le besoin au fonds de roulement. Le besoin au fonds de roulement qui va couvrir, bien sûr, les charges d'exploitation de 3 mois. Les charges d'exploitation de 3 mois. Quand je parle des charges d'exploitation, et le besoin au fonds de roulement, c'est les loyers, c'est les salaires, c'est quelques achats, c'est les assurances, etc. etc. Donc, ce produit, il va couvrir quand même 3 mois de charges d'exploitation. Cinquième mesure, exonération de l'IR de l'indemnité d'assistance. Alors, cette mesure, elle a trait à l'exonération d'une indemnité qui va être accordée par les entreprises, on va dire un salaire, mais un salaire qui va être exonéré de l'IR. Mais attention, d'abord, c'est réservé aux entreprises qui sont en difficulté, n'est-ce pas? Et ça va être comme un complément à l'indemnité qui va être distribuée par la CNSS, la fameuse indemnité de 2000 dirhams. Et donc, on va pouvoir exonérer avec une condition qui est la suivante, c'est que l'exonération, elle porte seulement sur 50% de salaire. Et les 50% qui restent, il faut prendre en compte, bien sûr, les 2000 dirhams, éventuellement, si le salarié reçoit ces 2000 dirhams de la CNSS.
Tout à l'heure, on va essayer d'en parler encore un peu plus, si vous voulez. Alors, sixième mesure, report des échéances sociales. Ça concerne bien sûr les cotisations sociales de la CNSS et donc report des échéances sociales des mois de mars, avril, mai et juin, n'est-ce pas? Et le paiement, il va être fait par les entreprises dans les 8 mois qui suivent un petit peu la levée de l'état d'alerte sanitaire que nous vivons ensemble. Par contre, ici, il n'y aura ni frais de pénalité, ni de majoration, et même les intérêts, ils ne vont pas être payés par les entreprises. Là, on peut parler d'une bonne exonération quand même des intérêts et toutes les pénalités qui suivent. Septième mesure, report des échéances de change. Les gens, les personnes physiques et les sociétés de personnes morales qui procèdent à des déclarations de change au 31 mars. C'est des déclarations annuelles qui sont faites à l'office de change. Là aussi, il y a eu report jusqu'au 30/6/2020. Mesure 8, travaux des organes sociaux. Les organes sociaux sont les organes qui gèrent un petit peu les sociétés. Je fais allusion au conseil d'administration, je fais allusion aux assemblées générales. Et donc, il y a eu une mesure pour la SA, la société anonyme, pour tenir à distance, par vidéoconférence, des réunions de conseil et des assemblées générales pour l'arrêté des comptes. J'ai pu remarquer quand même, alors que j'ai essayé de parcourir toute la littérature là-dessus, j'ai relevé une remarque selon laquelle il n'y a pas eu de disposition prévue pour les assemblées générales, par exemple des SARL. Et les SARL, comme vous le savez, c'est la forme juridique la plus utilisée et la plus répandue au Maroc. 9e mesure, protection des données personnelles. Là, c'est bien sûr protection des données de la personne et de la société. Ça, je l'ai rajouté. Parce que quand même, la Commission nationale de la protection des données personnelles, elle a donné quand même un avis favorable au gouvernement pour qu'il y ait reconnaissance faciale afin d'essayer de personnaliser un petit peu les gens. Ça, c'est les gens qui seraient contaminés. Ça, c'est un logiciel, c'est une application que l'État marocain il est en train d'élaborer pour personnaliser un petit peu et reconnaître les gens qui sont contaminés, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu quand même quelques recommandations de cette commission nationale pour sauvegarder les données personnelles. 10e mesure, paiement des marchés publics. On peut noter quand même que le ministère des Finances il a adressé une circulaire à tous les établissements publics, aux directeurs des établissements publics, des entreprises publiques et des administrations pour activer et accélérer les paiements au profit des TPE et PME. 11e mesure, baisse de taux de référence de Banque Maghreb. Là aussi, c'est une mesure qui est très importante puisque quand même le taux directeur de Banque Maghreb, il est passé de 25% à 2%. Ça veut dire quand même que ça a été réduit de 25 points, ce qui n'est pas mal. Indemnité de la CNSS. C'est les fameux 2000 dirhams qui sont octroyés par la CNSS. En fait, ce n'est pas la CNSS qui les donne, mais c'est le fonds spécial de la COVID-19 qui le donne, mais c'est la CNSS qui s'est chargée de la distribuer. La population cible, c'est les salariés qui sont en arrêt temporaire de travail et pour lesquels leurs entreprises connaissent des difficultés. 13e mesure, report des échéances des crédits des particuliers, les salariés par exemple, ou bien les particuliers d'une façon générale, ils peuvent reporter sur demande les échéances des crédits bancaires et des crédits bancaires et de leasing jusqu'au 36/2020, n'est-ce pas? Et donc, cette mesure, en fait, elle est étendue aux ménages, puisque maintenant, la banque, pour étudier votre dossier, il va prendre en considération le ménage, pas seulement la personne qui fait la demande,
pas seulement le chef de ménage, mais aussi c'est la femme de travail. Ça, c'est à noter. N'est-ce pas? On a pu relever aussi quand même une mesure importante dans ce report des échéances des crédits des particuliers. C'est que quand même, ça aussi c'est récent, c'est la réunion du comité de veille économique qui a donné quand même, il s'est engagé à prendre en charge tous les intérêts intercalaires de ce report d'échéance, ce qui est quand même intéressant pour les particuliers. Contrairement aux entreprises qui vont payer quand même le report et les payants. Et donc là, les particuliers, ils ne vont rien payer avec des conditions, n'est-ce pas? Avec des conditions, on va les voir tout à l'heure, c'est que quand même c'est réservé pour les crédits immobiliers, à condition que la traite ne dépasse pas 3 000 dirhams, n'est-ce pas? Et c'est réservé aussi aux crédits de consommation, à condition que la traite ne dépasse pas 1 500 dirhams. Dernière mesure que j'ai pu relever, c'est l'indemnité de soutien aux ménages du secteur informel. Ça, vous le savez très bien, ça c'est pour un petit peu, c'est une mesure sociale, très sociale, qui concerne les bénéficiaires de Ramed. Et donc, comme vous le savez, l'indemnité, elle se situe entre 800 et 1200 dirhams, selon la taille de ménage. Voilà un petit peu toutes les mesures que j'ai pu relever. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus profondément pour un petit peu voir quelles sont les mesures financières. Et par la suite, on va voir les mesures sociales et les mesures fiscales. Mesures financières. Report des échéances des crédits bancaires et de leasing. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Sans pénalité, mais attention, les intérêts, bien sûr, ils vont être appliqués. Deuxième mesure, mise en place de Daman Oxygène. Daman Oxygène, c'est une ligne de financement, comme on a dit tout à l'heure. Elle est maintenant, toutes les entreprises peuvent avoir accès à cette ligne de financement. Laquelle ligne, quand même, elle est garantie par la Caisse centrale de garantie à raison de 95%. Et donc, depuis la décision du comité de veille économique de vendredi dernier, même les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions, ils peuvent bénéficier quand même de cette ligne de crédit. Donc ça, on l'a dit, le financement de BFR allant jusqu'à 3 mois de charge, n'est-ce pas? Et pour accélérer un petit peu le mécanisme, la CCG, la Caisse centrale de garantie, a donné délégation directement aux banques pour statuer sur deux dossiers dont la demande ne dépasse pas 2 millions de dirhams. 2 millions et moins, vous pouvez aller à la banque et la banque elle va traiter directement avec vous sans passer par la Caisse centrale de garantie. Et la banque, elle a déjà la délégation officielle de la Caisse pour traiter et pour vous accorder un crédit de 2 millions de dirhams. Maintenant, une remarque pour les entreprises qui ne disposent pas de ligne de financement à court terme. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas aller à la banque. Ce découvert, ou bien cette ligne de financement, il peut aller jusqu'à 5 millions de dirhams. Si vous n'avez pas de ligne bancaire, vous pouvez avoir des lignes bancaires jusqu'à hauteur de 5 millions de dirhams. Dernière remarque sur ce produit de Daman Oxygène, c'est quand même le montant de crédit et les plafonné à 20% des lignes de fonctionnement qui existent déjà. Autrement dit, si vous avez des lignes de financement de 100 millions de dirhams, vous pouvez avoir 20% de plus, ça veut dire 20 millions de dirhams. Troisième mesure financière, report des échéances de crédit des particuliers. Et là, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même réservé pour les particuliers qui ont soit des crédits immobiliers dont la traite ne dépasse pas 3 000 dirhams, ou bien des crédits de consommation, mais dont la traite ne dépasse pas 1 500 dirhams. Donc, je rappelle encore une fois que les intérêts, ils vont être pris en charge par le fonds de soutien. Quatrième mesure dans les mesures financières, c'est la baisse de taux de Banque le Maghreb, le taux de référence de Banque le Maghreb de 2,25 à 2%. Donc, on a une économie de 25 points, chose qui est importante puisque quand même, ça peut alléger un petit peu la charge financière des entreprises. Étant entendu que les banques, quand ils empruntent auprès de la banque centrale,
Ils vont emprunter plus à 2,25, mais à seulement 2%. Maintenant, les mesures fiscales pour les sociétés. Mesures fiscales. On a vu tout à l'heure le report des échéances fiscales, n'est-ce pas? Report des échéances fiscales. Et donc, le report, il est réservé aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires moins de 20 millions de dirhams. Le report, il concerne bien sûr toute l'alias fiscale. Il concerne le règlement de l'impôt correspondant, à savoir la régularisation de l'IS, la cotisation minimale et le premier acompte du premier trimestre. Maintenant, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dirhams, il faut noter que ces entreprises doivent déposer l'alias fiscale à l'échéance convenue, qui est légale, qui est de 31 mars. Par contre, ils peuvent bénéficier de ce que la loi appelle une mesure de bienveillance. La mesure de bienveillance, il concerne le règlement de l'impôt. L'IS qu'ils vont payer, il peut être échelonné sur quelques mois, ou bien il peut être reporté. Mais attention, l'alias fiscale, elle doit être bien sûr déposée. Et donc, c'est étudié en fait cas par cas. Troisième mesure fiscale, on va dire que les dons qui sont accordés au fonds spécial, on a vu quand même qu'il y a un engouement important, et ça c'est bien de noter quand même la bonne solidarité des Marocains et des entreprises marocaines. Ils ont répondu très présent en accordant des dons importants au fonds spécial de la COVID-19. Alors, c'était juste une clarification pour dire que la loi, elle a juste confirmé que les dons octroyés à ce fonds spécial, ils vont avoir bien sûr le caractère de déductibilité. Autrement dit, les dons octroyés par les entreprises, ils sont des charges déductibles de résultat fiscal. Et donc, on peut noter ici que c'est bien sûr que c'est un manque à gagner pour le fisc, n'est-ce pas? Puisque les dons qui vont être accordés à ce fonds spécial par les entreprises, on va les considérer, et ils vont le considérer bien sûr comme charge déductible. D'ailleurs, c'est juste une remarque, la loi a toujours considéré les dons pour utilité publique comme étant des charges déductibles. Mais quand même, vu les circonstances que nous traversons, c'était utile peut-être de le rappeler. Ça d'un point de vue fiscal. Maintenant, d'un point de vue comptable, il faut noter quand même que le Conseil national de la comptabilité, qui a tenu sa réunion le 29 avril 2020, a émis quand même un avis favorable pour étaler ces dons-là jusqu'à 5 ans. C'est une option, n'est-ce pas? Et c'est bien pour le fisc. Si l'entreprise étale ou bien amortit un petit peu ce don sur 5 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, c'est une bonne chose pour le fisc. Mais l'entreprise, il peut quand même le considérer comme une charge dès la première année. Et donc, ici, le choix, il va être donné aux entreprises, soit de les considérer dans l'exercice fiscal de 2020, soit de les échelonner ou bien de les amortir sur plusieurs exercices. Donc, pour les comptables, c'est bien sûr le compte charge à répartir qu'on va utiliser. N'est-ce pas? Quatrième mesure, rappel de la suspension des contrôles fiscaux et des ATD, on l'a dit. Alors, dernière remarque sur les mesures fiscales, c'est ce que j'ai écrit, attention, c'est que les autres impôts indirects, tels que la TVA, tels que l'IR et les retenues à la source, ils ne sont pas concernés par ce report. N'est-ce pas? Mesures fiscales pour les personnes physiques. Personnes physiques. Les personnes physiques, quand même, qui ont ce qu'on appelle les revenus catégoriels des professionnels, ce qu'on appelle les revenus professionnels ou bien les revenus agricoles, n'est-ce pas? Ils ont le droit de reporter aussi leur déclaration fiscale et le paiement de l'impôt jusqu'au 36. Exonération de l'IR de l'indemnité d'assistance à la famille octroyée aux salariés par l'entreprise. Là, il faut noter que quand même la note circulaire de la Direction générale des impôts du 21 avril 2020, n'est-ce pas? Il a considéré les salaires qu'on va donner aux salariés comme étant
dans la période de crise, bien sûr, comme étant une indemnité d'assistance à la famille. L'indemnité d'assistance à la famille, selon l'article 57, deuxième alinéa du Code général d'impôt, c'est une indemnité qui est exonérée. Mais attention, on ne va pas exonérer la totalité du salaire accordé à salarié, mais pas, c'est seulement 50%. Donc, si vous voulez deux conditions, 50% du salaire, il va être exonéré, à condition de prendre en compte, bien sûr, l'indemnité de la CNSS de 2000 dirhams, n'est-ce pas? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faudrait, bien sûr, que la société soit en difficulté et qu'il y a quand même un arrêt temporaire ou définitif du travail, n'est-ce pas? Maintenant, pour avoir ce caractère un petit peu d'exonération de l'indemnité d'assistance à la famille, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudrait connaître, n'est-ce pas? Cette indemnité, elle est accordée par les entreprises en difficulté. Les entreprises en difficulté, on peut les définir comme étant des entreprises, je l'ai écrit par la suite, une entreprise de difficulté, c'est une entreprise qui va répondre à l'une des deux conditions. Soit que l'entreprise elle est en difficulté parce qu'il y a eu une décision administrative, ça veut dire que l'État, il va fixer quand même une liste qu'il appellera la liste positive, dans laquelle il va énumérer tous les secteurs qui étaient empêchés de travailler. N'est-ce pas? Et donc, ça, c'est la première condition. Si l'entreprise se trouve parmi ces secteurs-là, elle est considérée comme étant une difficulté. Dans la période de pandémie, la deuxième condition, c'est que l'entreprise, elle a connu une chute de chiffre d'affaires de 50%. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, la définition d'une entreprise en difficulté. Maintenant, pour avoir la défiscalisation de cette indemnité d'assistance à la famille, le salarié doit être en situation d'empêchement temporaire d'exercer ses fonctions, n'est-ce pas? L'octroi de l'indemnité dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire justifiant l'arrêt temporaire de travail. C'est une autre condition. Quatrième condition, respecter la procédure d'inscription en ligne. La CNSS, il a un site sur lequel l'entreprise doit être inscrite. Le site qui va gérer, bien sûr, cette pandémie. Autre condition, l'exonération de cette indemnité est limitée à 50% de salaire, n'est-ce pas? Calculé sur la base des salaires perçus au cours des 2 derniers mois, n'est-ce pas? C'est-à-dire janvier et février. Et tenant compte s'il y a lieu de l'indemnité forfaitaire versée par la CNSS, pas les 2 milliards. Autre condition, c'est que dans la base salariale, il ne faut pas compter les rémunérations et primes perçues de façon ponctuelle. Les bonus, les primes, etc. Les primes, les bonus, les gratifications ne doivent pas faire partie de la base de calcul de cette indemnité. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelle est l'entreprise qui est en difficulté. Je le rappelle, une entreprise en difficulté, elle va se trouver dans l'une des situations, soit dans l'arrêt d'activité de travail suite à une décision administrative, et on va voir la liste qui a été issue de cette décision administrative de l'administration, soit qu'il y a baisse de chiffre d'affaires de 50%. Le chiffre d'affaires de 50% pendant le mois d'avril, mai, juin, c'est par rapport à avril, mai, juin et de l'année 2019. Alors, dernier aspect, on va activer un petit peu pour respecter le temps octroyé par Horizon RH, n'est-ce pas? Et donc, les mesures sociales. Les mesures sociales, il y a deux mesures, on va dire, phares. C'est la suspension de paiement des charges sociales, n'est-ce pas? Et donc, report de paiement des cotisations sociales de la CNSS, report jusqu'à 8 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, n'est-ce pas? Et là, il y a une remise gracieuse quand même de toutes les majorations de retard. Pas seulement les pénalités, mais aussi les intérêts intercalaires, ils vont être quand même pris en compte par la CNSS. Autrement dit, l'entreprise, il ne va payer que le principal, n'est-ce pas? Les secteurs concernés, il faut remarquer quand même initialement
que ça a été réservé, cette mesure a été limitée au secteur du tourisme, mais le report maintenant, il a été étendu à tous les secteurs et pour toutes les entreprises qui se trouvent en difficulté, que ce soit les professions libérales, la toute petite entreprise, la PME et même la grande entreprise. Alors, maintenant, deuxième et dernière mesure, c'est l'indemnité forfaitaire mensuelle de la CNSS, n'est-ce pas? Qui sont les personnes éligibles? Vous voyez concernées, ce sont les employés et les stagiaires, même les stagiaires dans le cadre de la formation insertion, n'est-ce pas? Les employés et les stagiaires donc déclarés au mois de février 2020, ça c'est la condition, et qui sont en arrêt temporaire d'activité et qui ont été touchés par bien sûr par cette crise, n'est-ce pas? La période concernée, c'est du 15 mars au 36, n'est-ce pas? Entreprises éligibles, ce sont les entreprises qui sont en difficulté, et là aussi, on se réfère toujours à cette définition de l'entreprise en difficulté, n'est-ce pas? Et donc, un complément, c'est que lorsque le nombre de personnes dépasse 500 personnes, ou lorsque la baisse du chiffre d'affaires n'est pas de 50%, mais elle est entre 25 et 50%, le dossier de la société, il va être soumis à un comité de la CNSS qui va l'étudier, n'est-ce pas? Compte tenu de la déclaration, parce qu'il faut faire une déclaration, bien sûr, à la CNSS, n'est-ce pas? Il faut spécifier quel est le secteur d'activité de l'employeur, les salariés qui sont en arrêt temporaire, la liste d'ILOM, leur liste, le taux de baisse de chiffre d'affaires, pour savoir est-ce que ça dépasse ou pas les 50%, les causes de l'arrêt de l'activité, s'il fait suite à une décision administrative ou bien c'est la crise tout simplement. Et il va y avoir même une attestation de l'entrepreneur, c'est une attestation sur l'honneur, que l'arrêt total ou partiel d'activité est dû au Covid-19. Liste n'est pas considéré en difficulté. L'employeur qui exerce une activité dans l'un des secteurs d'activité dans la liste est fixé par les autorités concernées. On va voir tout à l'heure quelle est la liste positive. Et donc, tout ce qui ressort de cette liste, les gens qui sont répertoriés dans la liste, c'est une entreprise, bien sûr, en difficulté. Les entreprises qui ne sont pas dans ce secteur-là, ce n'est pas des entreprises en difficulté, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer par cette liste positive pour situer les entreprises qui sont, n'est-ce pas, en difficulté. Et donc, cette liste positive qui a été classée par le décret 2-20 de 331, on va trouver tous les cafés et restaurants. On va trouver les secteurs de salles de cinéma, les théâtres, les salles de fête, clubs et salles de sport, n'est-ce pas? Salles de jeu, terrain de sport de proximité, transport de voyageurs entre les villes. Voilà un petit peu, voilà, c'est sa liste. Alors, en guise de conclusion, n'est-ce pas? Après avoir analysé ces mesures, si vous voulez, toutes ces mesures qui accompagnent quand même l'entreprise, je peux considérer que, de ma part, que c'est des mesures qui sont un petit peu juste antalgiques, n'est-ce pas? C'est des mesures antalgiques qui vont bien sûr diminuer la souffrance et la douleur des entreprises, mais à mon sens, ne peuvent régler quand même les causes de la maladie profonde en l'absence d'un traitement de fond. C'est la raison pour laquelle on s'attend à une deuxième génération de mesures beaucoup plus profondes, à laquelle génération de mesures il va permettre quand même à l'économie de se relancer, n'est-ce pas? Aux entreprises de retrouver leur rythme de production et aux ménages de recouvrir bien sûr leur pouvoir d'achat. En fait, l'objectif que nous devons avoir dans la tête, c'est de minimiser au maximum le choc ou les chocs de la crise que nous sommes en train de vivre, lequel choc est déjà quand même, il est lourd et s'annonce encore quand même difficile pour 2020.
Et tout ça pour essayer de permettre quand même une relance de l'économie et une reprise de croissance à partir de 2021. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr attentif à vos questions. Merci. Beaucoup, Monsieur Benhadou, pour ces éclaircissements assez riches et détaillés. Donc, Monsieur Mohamed a deux questions. La première, comment peut-on expliquer, à votre avis, que le fait que les entreprises les plus impactées par cette crise sont les TPE et les PME? La deuxième question, pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Benhadou, développer l'action de financement relatif au PFR? Je vous laisse répondre, Je Monsieur réponds Benhadou. ou vous Je vous dites laisse répondre. toutes les questions. D'accord. Alors, bon, pour ce qui est de la première question, comment je peux expliquer que les TPE, les PME, c'est des structures très fragiles. C'est des petites structures. Ça, c'est connu. Toutes les études l'ont montré. Toutes les études, ils ont montré quand même la fragilité des petites structures. C'est vrai que les gens ou bien les entrepreneurs préfèrent ces entreprises parce qu'ils ont une certaine souplesse. Mais l'inconvénient, bien sûr, c'est que quand même, c'est des structures très fragiles. C'est vrai que small is beautiful, comme dirait, mais quand même, de point de vue financier, de point de vue choc, de point de vue crise, les premières qui sont touchées, bien sûr, c'est des entreprises, étant donné que c'est des entreprises qui ne sont pas très structurées, que c'est des entreprises qui ne sont pas bien organisées, que c'est des entreprises qui sont assez fragiles. On les connaît, n'est-ce pas? Et ça, c'est clair dans le panorama un petit peu du tissu économique. C'est vrai que c'est une structure, heureusement qu'il y a la PME, la PPE, étant donné quand même qu'il couvre 95% du tissu économique, et c'est elle qui emploie la majorité, je veux dire. C'est une pépinière d'emplois très, très importante, la PPE et la PME, n'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui est de question de BFR, le Daman Oxygène, c'est un mécanisme, j'ai expliqué que c'est un mécanisme de financement qui consiste à accorder à l'entreprise un découvert spécial. Et le découvert spécial, il doit faire face à ce BFR, tout simplement. Le BFR, qui est le besoin en fonds de roulement, c'est que chaque jour, vous avez des besoins. Chaque jour, l'entreprise a des besoins. Et ces besoins, ils peuvent être à plusieurs niveaux. D'abord, il faut payer les salaires, c'est des besoins, n'est-ce pas? Il faut payer, bien sûr, l'eau et l'électricité. Il faut payer ses impôts. Il faut payer les assurances. Il faut payer des achats. Et donc, tous ces besoins-là, ils donnent lieu à des dépenses, si vous voulez, à des charges d'exploitation, qu'on appelle charges d'exploitation, bien charges de fonctionnement. Et donc, voilà ce qui est, bien sûr, on peut analyser encore plus le BFR pour dire que c'est les créances clients plus, n'est-ce pas, plus les stocks moins les fournisseurs. Mais tout ce que je viens d'expliquer comme étant les charges, il va se retrouver soit dans les créances clients, soit dans le stock, soit chez les fournisseurs, n'est-ce pas? Bien sûr, les fournisseurs ici, on va mettre moins parce que les fournisseurs, pour nous, c'est une ressource. Alors que les clients, avant de leur donner la marchandise, avant de leur vendre la marchandise, il faut la produire. Et pour la produire, c'est là où il va intervenir ces charges-là. Il faut engager des charges avant de produire. Et quand j'ai déjà produit, je prends la marchandise et je la vends à un client qui ne me paye pas tout de suite. Il va exiger un délai de paiement. Et bien sûr, en exigeant ce délai de paiement, je suis pénalisé parce que je dois attendre l'encaissement pour que le besoin diminue. Et donc, tout tourne un petit peu autour des charges.
si vous voulez. Le besoin, il est créé par les charges. On a besoin des charges pour produire. Et donc, ces charges, c'est bien sûr dans le produit de domaine, d'Aman, plutôt d'Aman Oxygène, il va vous couvrir les 3 mois de charges d'exploitation que vous subissez dans l'entreprise. Comme je dis, c'est les salaires, c'est quelques achats, c'est les loyers, c'est les locaux, c'est l'eau, l'électricité, les frais divers de gestion. C'est ça les charges d'exploitation. Voilà. Vous avez d'autres questions? C'est bien clair, M. Benhadou. Oui, une autre question. Est-il prévu un soutien aux sociétés désirant se mettre à niveau après cette pandémie? Oui, alors toutes les entreprises, alors justement, toutes les entreprises sont concernées. Maintenant, ce que je note pour répondre directement à votre question, c'était un petit peu ma critique à moi quand j'ai dit tout à l'heure que les mesures qui étaient prises étaient des mesures ontologiques. Ils vont diminuer un petit peu la douleur, mais ils ne vont pas faire disparaître le mal, n'est-ce pas? C'est des mesures qui ne sont pas très profondes. L'entreprise, à mon avis, aujourd'hui, il s'attend à ce qu'il y ait des mesures encore plus consistantes. Je pense à des indemnités, à des primes, je ne sais pas, peut-être à des exonérations, pourquoi pas. C'est le temps de faire jouer quand même ces mécanismes pour justement aider l'entreprise à repartir facilement et à renouer avec la croissance. Et donc, la mesure phare un petit peu de la finance, c'est ce Daman Oxygène qui est bien sûr garanti par l'État à 95%, et que je crois que ça doit marcher. À mon avis, c'est une mesure parmi les plus importantes qui doit marcher quand même au Maroc, d'autant plus que la PME, la TPE, a grandement besoin de financement. Voilà. D'accord. Une dernière question que j'ai sur la conversation écrite. Quelle est la procédure à suivre afin de défendre les entreprises touchées par le Covid-19? La procédure, c'est qu'il faut s'organiser. Au Maroc, heureusement, on commence à être organisé. On a la CGM, qui est la Confédération générale des entreprises du Maroc. Et dans la CGM, il y a plusieurs fédérations, plusieurs associations. Et donc, il faut s'opposer en termes de syndicats, il faut dire. Il faut dire les choses claires. Il faut se défendre. On ne peut pas se défendre isolément. On ne peut pas se défendre chacun dans son petit coin pour se défendre. Il faut se mettre en collectivité. Il faut se mettre en force. Et la force, il vient de cette organisation quand même, qui est quand même les fédérations, qui les associations, parce que ce sont ils peuvent être considérés comme étant de véritables interlocuteurs vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement, il ne va pas parler à une entreprise isolée. Il faut qu'il parle à un interlocuteur organisé qui représente quand même la profession. Et donc, chaque entreprise qui se trouve dans une profession donnée, moi, je les incite à d'être organisés dans un syndicat, dans une association, dans une fédération, dans une chambre de commerce, etc., etc. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette question de se défendre. La procédure, c'est ça, la procédure, c'est qu'il faut se défendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, la crise, il touche profondément le tissu économique. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette année, l'année 2020, moi, je peux vous dire qu'il est cuite, qu'on va terminer par une récession, par une décroissance. Et donc, toutes les mesures que les pouvoirs publics vont essayer de prendre, ils doivent être tournés vers 2021. Ça veut dire on va aider l'entreprise aujourd'hui, en 2020, pour essayer de mettre cette entreprise sur les bons rails et pour la sauver de cette crise afin que l'année prochaine, l'entreprise marocaine renoue avec la croissance.
Ok, merci M. Benhadou. Une autre question. Avez-vous une idée sur le contrôle qui sera effectué par la DGI ou la CNSS pour contrôler effectivement la diminution du chiffre d'affaires de 50%? Ouais. Ben, écoutez, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à mon sens, la DGI, il dispose des systèmes d'information les plus robustes au monde, n'est-ce pas? Et donc, c'est pas par hasard qu'on est passé dans un laps de temps assez court, hein, à digitaliser toutes les déclarations fiscales, toutes les déclarations sociales. La DGI et la CNSS, aujourd'hui, ils sont bien organisés à ma connaissance, hein, par avoir quand même un système d'information du plus performant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même l'information est disponible et qu'il suffit quand même de la recouper. Vous pouvez remarquer quand même que le contrôle entamé ou bien le contrôle d'une façon générale de l'administration fiscale, il a été multiplié par 3. Regardez, il a été multiplié par 3 entre 2000, si mes souvenirs sont bons, entre 2016 et 2019. C'est pas entre 2016 et 2019, durant 3 ans, les contrôles ont été multipliés par 3 aussi. Pas. N'oubliez pas que tous les cadres dont disposait la Direction générale des impôts, le Trésor, etc., pour recevoir les déclarations manuelles, hein, on va dire, ils ont été recyclés, et c'était très bien réfléchi, ça a été recyclé quand même, ils ont été recyclés par leur direction, la Direction générale des impôts, hein, pour aller vers le contrôle des entreprises. Le contrôle des entreprises et le contrôle des particuliers. Et j'ai pu noter quand même les statistiques qui sont sont disponibles, que le nombre d'entreprises qui ont été contrôlées, je crois qu'on est arrivé à 3000 entreprises. Voilà. 3000 entreprises qui ont été contrôlées en 2019. Alors qu'en 2016, il n'était que de 900 et quelques. 2015 ou 2016, il n'était que de 900 entreprises qui ont été contrôlées. Et on est allé jusqu'à contrôler maintenant autour de 3000 entreprises et particuliers. 3000 entreprises et particuliers. Il faut noter que dans ce chiffre, il y a on va dire 700 particuliers qui sont contrôlés, personnes physiques, et le reste, c'est des entreprises, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, la CNSS, la DGI, ils disposent de beaucoup plus d'informations pour vos contrôles. Et bien sûr, on va toujours vous inciter à appliquer la loi, à être quand même transparent. Le temps d'aujourd'hui, c'est plus le temps de la triche. Révolu le temps de la triche, à mon avis. Maintenant, il faut voir quand même les choses d'une façon positive. Et il ne faut pas demander à l'État d'être transparent si nous-mêmes, en tant qu'entreprise, ne sommes pas transparents. Tout le monde doit mettre la main mettre la main dans la paille pour, bien sûr, aller vers cette transparence-là. Et donc, moi, je confirme qu'effectivement, l'État aujourd'hui, il a les moyens de contrôle, à mon avis. Voilà. D'accord. Merci, M. Benhadou. Une dernière question. À votre avis, après cette crise sanitaire, est-ce qu'on va vivre une crise financière? Vous savez, les crises, économiquement parlant, les crises, c'est des cycles. La dernière crise que nous avons vécue, bien sûr, des subprimes, c'était la crise de 2008. Et donc, nous sommes en 2020 et quelques prémices de crise, oui,
Une crise n'est pas à éviter. C'est, comme je dis, c'est un cycle et il n'est pas exclu que nous vivions quand même une autre crise. Alors maintenant, le problème, c'est quoi en fait? C'est que quand même, suite à la crise, l'économie elle reçoit un grand coup fatal de récession. Et je parle de l'économie, ce n'est pas l'économie du Maroc, c'est l'économie mondiale. Et donc, le moyen le plus utilisé, qui va être utilisé, c'est la planche à billets. Et je ne l'espère pas pour notre pays. Bien sûr, la planche à billets, dans une certaine limite, il peut éviter la crise, n'est-ce pas? Mais quand même, comme vous le savez très bien, la planche à billets, elle a quand même des conséquences beaucoup plus fâcheuses, bien sûr, et surtout sur l'inflation. Jusqu'à présent, le Maroc a bien géré son taux d'inflation et a bien géré le pouvoir d'achat des gens. N'oubliez pas que quand l'inflation est importante, c'est un coût quand même pour le pouvoir d'achat. L'inflation altère les actifs de l'entreprise. L'inflation altère même le pouvoir d'achat des ménages. C'est la raison pour laquelle il faut quand même rester dans cette politique qui a toujours consisté à juguler quand même l'inflation. Comme vous le savez, le taux d'inflation ne dépasse pas 1,5, 2, on va dire, maximum. Et donc, jusqu'à présent, c'était une bonne chose. Et donc, si j'utilise la planche à billets, voilà ce qu'on risque. Mais économiquement parlant, sûrement les pouvoirs publics, ils vont utiliser la planche à billets, à mon avis, pour une certaine partie. Pour une certaine partie qui ne soit pas quand même conséquente sur la production. Parce qu'on peut utiliser cette planche à billets pour couvrir un manque de production, mais un manque réel, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, à part bien sûr la planche à billets, il faut penser quand même à des financements beaucoup plus réels. Il faut toujours penser à l'économie réelle. Et donc, c'est d'avoir soit de s'endetter, bien sûr, ça c'est la seule solution qui va rester pour le pouvoir public, pour le trésor public, soit de s'endetter en interne, soit de s'endetter en externe. Faire appel à des fonds extérieurs, la Banque mondiale, la Banque africaine, la Banque européenne, etc. Plus l'endettement, bien sûr, en interne. Vous savez bien que le Maroc, jusqu'à présent, le trésor public au Maroc, il a toujours privilégié l'endettement interne par rapport à l'endettement externe. Et donc, ça, c'est des mesures qui peuvent un petit peu éviter la crise. Mais vous savez, quand il y a une crise mondiale, on ne peut pas l'éviter à notre niveau si on n'a pas quand même une économie qui est assez solide, une économie à structure financière solide. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un secteur bancaire très robuste. Toutes les réformes qui ont été faites au Maroc depuis plusieurs décennies, depuis 3-4 décennies, depuis 3 décennies, on va dire, 2-3 décennies plutôt, c'était pour renforcer ce secteur bancaire, ce secteur financier. Une économie sans banque robuste, une économie sans structure financière solide, il ne peut pas aller de l'avant, il ne peut pas faire de la croissance, il ne peut pas aller s'installer dans d'autres pays du monde. C'est ça justement l'avantage d'avoir quand même un système financier très très solide. Et donc, on va espérer et mettre un petit peu la main sur le bois qu'on n'aura pas de crise, bien sûr. Voilà. Bien clair. Apparemment, ce n'était pas la dernière question, M. Benhadou. Nous avons encore 3 questions, si vous permettez. Donc, M. Benhadou, vous avez dit que la banque prend en considération le ménage, notamment si la femme travaille. Oui. Oui. Si vous pouvez un peu développer cette idée. Alors, maintenant, pour développer ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement, vous allez demander un report d'échéance bancaire, de leasing ou bien d'une traite à la banque. Il ne va pas le faire suite à votre demande, il faut qu'il étudie votre dossier. Et là, pour étudier votre dossier, c'est bien sûr le détenteur de compte.
qui va être étudié, n'est-ce pas? Et le détenteur de compte, hein, on va voir hein, quelle est sa situation financière et qu'est-ce qui justifie ce report-là. Qu'est-ce qui justifie ce report-là? Maintenant, au lieu de prendre que le chef de ménage, que la personne qui a quand même le compte bancaire, qui dispose de compte bancaire, on va étendre l'analyse, bien sûr, à sa femme. Je détiens un compte bancaire, j'ai demandé le report, la banque, il va me demander, est-ce que vous avez une femme qui travaille? Oui, s'il travaille, quel est son salaire? Et donc, son salaire, il va se rajouter au mien et sur la base des deux salaires, la banque, il va prendre la décision de vous dire oui, je reporte ou bien je ne reporte pas. D'accord. Mais attention, pour la banque, si vous reportez, vous n'allez pas avoir des pénalités, mais quand même, vous allez payer les intérêts intercalaires, ce qu'on appelle les intérêts intercalaires. Voilà. Allez-y. Alors, est-ce qu'on peut considérer la pandémie comme étant un risque opérationnel pour le secteur bancaire? C'est une question. Une autre, je vous dis que les deux. Quelle lecture faites-vous du niveau d'endettement étranger du Maroc et son incidence sur l'économie marocaine? Okay. Alors, pour ce qui est de la première question, pour toutes les entreprises, qu'elles soient bancaires ou pas, la pandémie du coronavirus, c'est un cas de force majeure. Et ça a été, bien sûr, dénoté et noté par la loi. C'est un cas de force majeure. Ça veut dire quand même que c'est une raison valable pour avoir les aides, pour avoir, bien sûr, les reports dont on a parlé, soit les reports fiscaux, soit les reports financiers, soit les reports des échéances. Tout part du fait que quand même la pandémie est un cas de force majeure, que ce soit pour la banque ou bien pour les autres. Maintenant, pour l'endettement du Maroc, c'est vrai qu'on s'inquiète un peu de l'endettement, tant interne qu'externe. J'ai dit tout à l'heure que d'abord, pour cette question d'endettement, le Maroc a privilégié l'endettement interne. Ça veut dire qu'il va lever des fonds, ce fonds de bons de trésor, ce fonds d'éducation de bons de trésor, en interne, au Maroc. C'est vous, c'est moi qui prêtons de l'argent, bien sûr, au trésor public. C'est pas. Maintenant, la partie de l'endettement interne, elle est beaucoup plus importante que la partie de l'endettement externe, n'est-ce pas? Et les deux doivent aller de pair pour avoir un système financier qui est quand même non fragile, qui doit être non fragile. Il doit être un système financier, on va dire, robuste, comme je disais tout à l'heure. Et donc, vous le savez très bien, le ramassage des impôts tout seul au Maroc ne suffit pas pour entamer de grands projets. Et donc, l'endettement externe, il est nécessaire. La croissance ne peut pas se faire sans endettement. Je vous envoie à l'entreprise pour dire que, ou bien pour approcher l'entreprise par ce qu'on appelle l'effet de levier. Vous savez, l'effet de levier, il est très important dans la gestion financière de l'entreprise. Ça veut dire que vous vous endettez et vos coûts financiers, il devient inférieur, il devient optimisé parce que vous vous endettez à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les intérêts que l'entreprise paye sont déductibles de l'impôt. Je vais optimiser l'impôt payé à l'État pour avoir de l'endettement, pour considérer les intérêts comme étant des charges déductibles et pour avoir de la croissance. C'est grâce à l'endettement qu'on peut avoir quand même la croissance. C'est grâce à l'endettement qu'on peut financer les projets d'infrastructure. Et donc, cet endettement, il est inévitable. Il est inévitable. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose pour aller de l'avant. Bien sûr, ici,
on va faire appel au l'adage qui dit qu'il ne risque rien n'a rien. C'est vrai qu'en s'endettant, il y a un risque. Hein. C'est le risque de défaut, c'est vrai. Mais sachez que quand on parle de trésor public, quand on parle de l'État, sachez que l'État, il est infaillible. Personne au monde ne peut dire que l'État marocain va tomber en faillite aujourd'hui et demain. Toujours l'État, et ça tire ça de sa souveraineté, l'État, il est infaillible. Et donc, regardez, je ne vais pas me comparer ou nous comparer avec les États-Unis, mais le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis, parce que c'est la première économie, parce que ce sont les États-Unis qui tirent la croissance mondiale. Et donc, c'est toujours quand même, c'est toujours utile, c'est toujours obligé, nous sommes parfois obligés de faire appel à l'endettement extérieur en devise pour financer, comme j'ai dit, les grands projets d'infrastructure. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Benhatou. Sur ce, on va clôturer cette session virtuelle. Je vous remercie tous pour votre présence. Grand merci à vous, Monsieur Benhatou, pour ce partage très riche. Je vous informe que nous allons planifier une formation les 15 et 16 mai avec Monsieur Benhatou, qui va traiter l'optimisation de la trésorerie et du BFR en période de coronavirus. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. On vous a envoyé le lien d'inscription et Essine l'a partagé dans la conversation écrite. Restez branchés aussi sur nos réseaux sociaux pour toute actualité sur les webinaires prochains. Donc, merci encore une fois, Monsieur Benhaddou, pour votre collaboration Merci et à vous. disponibilité. Merci à vous tous et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.